Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter pour ce podcast Roue Libre, premier épisode 0 pourrait-on l'appeler. Aujourd'hui le sujet c'est les escabeaux, un objet permettant d'accéder à des éléments en hauteur. L'escabeau du latin scabellum était à l'origine un siège de bois sans bras et généralement sans dossier, en forme de petits bancs ou tabourets. On parle aussi de marchepied, quand il n'y a qu'une ou trois marches. De même, l'escabelle est un siège formé. Ça y est, ça commence bien. On coupe pas. Du coup, je voulais rester discret, mais apparemment, ce n'est pas possible. Mais effectivement, donc l'escabeau. Donc déjà, premier délire, c'est que l'escabeau n'avait pas de dossier. Effectivement, c'est une particularité assez particulière. Oui, Le fait d'avoir des marches, aucun le dossier. groupe de musique l'a dit, d'ailleurs. Effectivement, je pense que si on avait un dossier, on appellerait ça plutôt une chaise. La vache. Donc j'espère que les auditeurs et auditrices vont réussir à comprendre le délire de ce podcast. En tout cas, j'ai en face de moi du coup un homme avec deux yeux, deux joues, une barbe de chaque côté de la joue, et qui a la capacité d'écrire de la main droite tout en réfléchissant à de divers systèmes en bois, ce qui fait son bonheur au quotidien, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue. Voilà, c'est la brève description de Tanguy Armand qui du coup est avec nous et qui vous a fait cette brève présentation de ce qu'est un escabeau. Chose très importante à savoir dans une vie, bien sûr. Tout à fait. Et face à moi, un humain. Avant tout, un humain de taille modérée grande, globalement, un peu au-dessus de la moyenne. Pas du tout. Pas du tout. Je ne connais pas la moyenne de taille des Français. Pareil, un humain qui va avoir deux yeux, une bouche, un nez, deux bras, deux jambes, mais aussi une barbe. Finalement, on se rejoint là-dessus. C'est un humain qui, avant tout, a un prénom breton. Et qui malheureusement habite à Lyon. Et oui, bah, si seulement imagine un monde où ton prénom définit ton lieu d'habitation. Alors ce qui était le cas avant quand même. Ah oui. C'est-à-dire que les prénoms étaient un indice régional et c'est important. Ouais, c'est vrai. Mais imagine tu te téléportes direct, quoi. Enfin, bref. Ce serait fou. Genre t'as un backup automatique là de l'origine de ton prénom, en fait. Est-ce que genre à chacun de tes anniversaires ça te retéléporte de toute façon? Ah non, quand t'éternues. Alors gros avantage, on a inventé la téléportation. L'inconvénient, tu peux pas trop la contrôler, quoi. Ouais, mais je pense que c'est important. Tu vois, dans un monde où la téléportation est démocratisée, je pense qu'il ne faut pas pouvoir la contrôler, sinon ça part en vrille. Je te conseille la vidéo de Joueur du Grenier sur le sujet, où il développe philosophiquement ce que serait un monde avec de la téléportation commune. Ouais. Et la finalité, une des finalités, c'est qu'on aurait des immeubles à chiottes. Voilà, je te laisserai aller voir. Très bien. À ce moment-là, et c'est tout à fait logique. Je pense qu'on peut revenir sur pourquoi. Ça peut être intéressant. Je pense que ça peut intéresser certains. Au bout de 4 minutes de podcast, de dire minutes. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici. Dites-nous, Gaël. Eh bien, nous. Voilà, donc on vous prévient, ça va être ça l'ambiance. Hein. Donc n'hésitez pas à rester, s'il vous plaît, on vous en supplie. Le concept, tout part en fait de délire de midi, c'est-à-dire que on a donc oui, bien, et il faut préciser quelque chose, nous sommes collègues. Effectivement, nous sommes collègues. Nous sommes collègues, nous travaillons au même endroit, pas forcément pour les mêmes personnes, mais ça on s'en fiche un petit peu. Et donc du coup, nous mangeons ensemble, nous discutons ensemble, et nous
je vais voir si j'arrive à le dire, nous digressons ensemble énormément, et c'est tout le sujet de ce podcast, c'est-à-dire qu'on s'est dit, toutes ces digressions et ces barrages en C-word, est-ce qu'on se ferait pas un petit enregistrement de tout ça, histoire d'avoir des souvenirs, et même, on s'est dit, putain, il y a peut-être des gens, ça les intéresserait. On va voir, c'est l'expérience justement pour savoir. Donc l'idée, c'est toutes ces roues libres qu'on s'autorise en repas, là c'est de se les autoriser de manière totalement professionnelle à travers un podcast qui est bien sûr structuré en des parties bien distinctes, le tout pour seulement 38 minutes, modulo 1 heure. Tanguy. Effectivement. Le podcast va se composer de 3 grandes parties. La première étant le débat. Nous allons débattre autour de cette question d'escabeau. Cette question d'escabeau qui est centrale au final dans notre société actuelle. Mais dis-moi Tanguy, pourquoi l'escabeau ? Alors, pourquoi l'escabeau ? Avant tout pour, effectivement, monter en hauteur, souvent des charges utiles. C'est quand même cette idée de pouvoir accéder à des endroits inaccessibles avant. Effectivement, merci Tanguy pour cette information incroyable. Donc si un jour, s'il y a des gens qui ont des escabeaux et qui ne savaient pas quoi en faire, vous pouvez appeler Tanguy au 06 40... Non. Le principe, c'est quitte à digresser, autant digresser directement sur le sujet. Tout à fait. Et donc, de choisir un objet où on va voir peut-être d'autres choses, des noms, au hasard. Et grand bien nous fasse, nous sommes tombés sur le mot escabeau pour cette première édition. Et les prochaines, ça sera un autre mot. Donc voilà, l'idée, c'est de partir en vrille autour de l'escabeau. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Voilà. Tel est le but de ce podcast. Écoute, mon cher Tanguy, je pense qu'on peut envoyer le générique. Effectivement. Ah, je le laisse tellement dans la merde parce qu'on n'a pas de générique en fait. Effectivement. Mais nous allons appeler ça le débat futile. Débat futile. Futile. Donc, autour de cet escabeau, de quoi allons-nous débattre ? Vous pouvez vous poser la question. Avant tout, est-ce qu'on peut pas... Il est en train de meubler. Alors quand je meuble, je meuble en bois, majoritairement. Oui. Avant tout, en fait, le principe d'un escabeau, je pense que c'est quelque chose qui vient en fait entre le marchepied, l'échelle et l'escalier. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de progression dans cette idée de pouvoir monter les marches, de pouvoir potentiellement accéder à des espaces inaccessibles si on reste sur le sol bien plat. Qu'est-ce qui fait qu'un escabeau aujourd'hui est tout à fait utile, sachant que les ascenseurs existent ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en fait avoir un ascenseur pour chacune des choses qui nous entourent ? Alors, oui. Très bien. Sujet suivant. Non, effectivement, je trouve la réflexion vachement intéressante. Ça demanderait, je pense, un petit peu de logistique. Pour pouvoir. En fait, je pense que le plus dur, c'est de définir où est le besoin. Déjà, ça va dépendre de la taille des gens, et des gens qui sont plus ou moins grands, et du coup qui auront besoin d'ascenseurs plus ou moins élevables. Mais du coup, ça veut dire qu'un ascenseur est un élément d'équité. Nous pouvons chacun pouvoir grimper dans cet ascenseur sans forcément être limité par les marches, sans être limité par le fait de pouvoir monter marche par marche. C'est vrai que les personnes qui ne peuvent pas marcher sont exempts de l'utilisation d'un escabeau aujourd'hui. Effectivement, ça permettrait d'inclure une partie de la population qui est exclue à l'escabeau, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, bien sûr. Tout à fait. Le fait d'avoir un ascenseur pour chacun des objets qu'on doit atteindre permettrait effectivement une inclusion plus grande. Mais dis-moi Tanguy, comment fais-tu pour installer un ascenseur
dans, dans ta colocation, par exemple. Donne-nous un exemple concret. Merci de poser la question. Je pense qu'avant tout, deux solutions s'offrent à nous. La première, d'avoir un ascenseur de partout, des ascenseurs statiques devant les espaces où on aurait besoin d'accéder en hauteur. Et dans un second temps, potentiellement, des ascenseurs mobiles. Qu'est-ce que j'appelle l'ascenseur mobile ? Ça va être potentiellement des plateformes sur roulettes ou avec une capacité portative intéressante qui puisse être déplacée pour se positionner devant des placards, devant des espaces avec des objets en hauteur. C'est vrai que ça peut soulever quelques questions, notamment de logistique et d'énergie. C'est-à-dire que... écoute, j'ai un problème et une solution à la fois à te proposer sur du coup ta deuxième proposition. L'escabeau ascenseur mobile. C'est du coup il y a un problème de base, c'est qu'il faut de l'énergie pour pouvoir monter cet ascenseur. Donc pour ça, je pense qu'on peut partir sur une solution plutôt sur batterie, ce qui me paraît totalement faisable. Mais la batterie est quand même quelque chose d'assez encombrant. C'est pourquoi on pourrait partir sur un système de plancher électrifié qui permettrait donc l'ascenseur serait accroché en fait à l'ensemble des rainures, tu vois les rainures qu'il y a entre le carrelage. En fait, ça pourrait être un système de connexion avec cet ascenseur mobile. Le tout relié donc à un réseau électrique qui se trouve sous le plancher et tout ça relié à une batterie qui se trouverait, je sais pas, dans la cave ou quelque chose comme ça. Ce qui permettrait du coup peut-être de créer un lien avec d'autres appareils électroménagers. Mais tout à fait. J'allais y venir. Je pense qu'il y a un sujet dont on ne parle pas assez, c'est le fait d'avoir des câbles de partout. Et je pense que ce serait une sacrée solution pour éviter d'avoir des câbles qui traînent dans son salon, dans sa salle à manger, dans sa cuisine aussi, ou, soyons fous, dans la pergola. Là, effectivement, c'est un gros problème. Moi, personnellement, n'ayant pas de pergola, je ne peux pas forcément revendiquer cette problématique, mais je peux très bien me l'imaginer avec mon mixeur portable pour pouvoir faire mes smoothies dans ma pergola. Je suis obligé effectivement d'aller chercher le dérouleur. Mais du coup, on pourrait effectivement aller plus loin et électrifier aussi l'ensemble des murs avec ce même système, ce qui permettrait d'avoir un nouveau système de branchement universel pour l'ensemble. Et qui permettrait du coup, en plus, si on recouvre le plancher, les murs et le plafond, de pouvoir fournir un espace de sécurité par cage de Faraday à l'ensemble du foyer et éviter toutes les attaques, les cyberattaques que l'on subit. Alors, ça enlèverait Internet aussi par contre. Mais bon. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est une cage de Faraday, une cage de Faraday est un élément de protection contre les ondes qui permet de bloquer la diffusion d'une onde électromagnétique à travers un grillage métallique. C'est notamment utilisé dans des infrastructures militaires ou administratives pour bloquer les signaux cellulaires ou les signaux radio. Effectivement. Je tiens à préciser à nos auditrices et auditeurs qu'il y a sans doute beaucoup de fake news dans ce qu'on est en train de dire. Parce que nous ne sommes en aucun cas des spécialistes en cage de Faraday, mais on est là pour pouvoir un petit peu plaisanter sur tous ces sujets. J'avais une autre solution que je voulais proposer, c'est en fait, au lieu d'avoir un système de plancher classique, c'est que chacune des planches ou chacun des carrelages en fait, est un élément qui peut monter et descendre. Ce qui permettrait du coup de faire à la fois des reliefs dans son appartement, de pouvoir demander une table, c'est-à-dire que du coup le concept de table est complètement révolutionné, c'est-à-dire qu'il suffit de programmer un petit peu, c'est-à-dire qu'on aurait un écran de contrôle géant de tout l'appartement et on pourrait dire tiens à tel endroit je veux que l'ensemble de ces panneaux-là se lève de tant de centimètres et du coup ce qui permettrait d'avoir en cas de besoin un tabouret, une table, ainsi de suite. Alors ça pose la question quand même ça veut dire que potentiellement on a la même hauteur dans l'appartement qu'en dessous de l'appartement pour supporter ces colonnes de carreaux en fait du sol quoi. Mais en fait il n'y a aucun problème.
parce que de toute manière, dans une maison, Mm. est perdu l'espace des fondations. C'est vrai. Donc en fait, il suffit juste de réfléchir un petit peu. Mm. Désolé pour toutes les personnes dans le bâtiment. En vrai, c'est incroyable ce que vous faites. Pour pouvoir, du coup, insérer ces fameux systèmes de vérins. Pas du tout coûteux. Hein. Je pense que ça doit être Non. seulement 2000 € la case. Peut-être un peu par plus, rapport hein. à un appartement Peut-être un peu parisien. plus. Voilà, bref, faut savoir un peu connaître ses priorités un peu dans la vie. Est-ce qu'on veut avoir un logement ou un système Un appartement modulaire, finalement. modulaire, exactement. Ce qui est quand même quelque chose d'assez stylé. Hein. Excusez-moi, mais si vous faites un dîner mondain et que vous dites « Moi, j'ai un appartement modulaire », tout le monde vous respecte. Hein. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire que du coup, une maison faite avec des... comment ça s'appelle ? Les grosses caisses qu'on met sur les navires. Des containers. C'est la meilleure description des containers. J'ai cherché le mot container. On est aussi dans le cas d'une maison modulaire. Alors oui, tout à fait. Alors, je digresse énormément, hein, mais... Yes. Merci. Je suis allé dans un endroit à Marseille qui a rempli un entrepôt de 3000 m² de containers. Chaque container est un atelier d'artisan. Et on peut retrouver en fait une espèce de mini-ville avec 80-85 artisans qui travaillent en symbiose dans cet entrepôt-là. Ok. Incroyable. Je conseille à tout le monde d'aller voir Ici Marseille. C'est un projet, hein, c'est un projet national qui s'appelle les Make Ici. C'est un projet d'usine artisanale où en fait on vient rassembler des artisans autour d'une pratique ou de plusieurs. Là pour le coup, c'est autour du bois, du travail du bois, du métal, du tissu, du cuir et il y a aussi même des producteurs, des artisans de planches de surf, par exemple. C'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, il pourrait y avoir une espèce de méta qui se met en place où on aurait, par exemple, l'ensemble d'un village où la mairie se rend compte qu'il y a un besoin particulier par rapport à un de ses corps de métier et une mairie qui ferait en fait une demande de micro-usine temporaire et qui viendrait s'installer, je sais pas, pour 2-3 semaines, voire un mois, afin de résoudre le besoin en question. Tout à fait. Ce qui, du coup, serait un changement de paradigme énorme par rapport aux besoins individuels qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'un besoin individuel, on le rendrait commun. C'est juste, faudrait avoir un petit peu de patience, mais du coup, peut-être avoir quelque chose à la clé, à la fois de plus local, de moins coûteux parce que du coup on serait un petit peu plus en groupe, c'est-à-dire qu'au lieu d'être la seule personne qui demande à avoir des volets verts, on serait peut-être 15, peut-être pas des volets verts, mais tu vois l'idée. Le marché du volet vert va exploser. Oui, effectivement, il y a déjà des vendeurs de filets de volets de cette couleur. Alors moi je pensais majoritairement à des volets en verre du coup. Du métier de verrier. En termes de oui, ok. Après, pas très pratique pour couper le soleil, c'est vrai. Couper le soleil. Alors je pensais plutôt à couper les rayons du soleil qui pourraient rentrer dans une maison si on a des volets verts. Et du coup le soleil n'est plus arrêté. Quoi. Mais du coup on pourrait avoir des vitres en verre verte. Et du coup peut-être en verre recyclé. Parce qu'au final... Alors, est-ce que quand tu recycles du verre, tu gardes la teinte ? Tu perds un peu de teinte. C'est-à-dire que tu deviens de plus en plus vert, écologique bien sûr, hein, mais aussi au niveau de la teinte, on ne peut pas retrouver un verre translucide transparent blanc après le recyclage d'une bouteille. C'est pour ça que la plupart des bouteilles sont vertes ou d'une couleur terne, parce que c'est plus facile de les recycler ensuite. Ok, ce qui fait sens. Ok, donc du coup, il y a peut-être un marché de souffleurs de volets verts en verre dans un container. Tout à fait. Très bien. Merci Jean-Marc. Je pense qu'il est temps de passer à notre section actualité, notre revue de presse. Effectivement. Aujourd'hui, les tabourets. C'est pas du tout ça, les escabeaux. Quelle est l'actualité des tabourets ? Jingle. Actu.
Voilà, c'était complètement de l'impro. On coupera sans doute au montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Bon, et voilà, c'est gravé à jamais dans le disque dur. J'en profite pour remercier du coup, l'air de rien, un partenaire peut-être anonyme, enfin pas anonyme, mais en tout cas l'association Zomocom quand même qui nous fournit le matériel. Effectivement. L'air de rien, je pense que ça peut être intéressant de les remercier avant de commencer notre C'est grâce à eux qu'on deuxième peut section. accéder à ce matériel professionnel finalement d'enregistrement audio et de pas juste enregistrer notre podcast sur le micro de notre téléphone. Exactement. Et ça aurait été dommage en plus d'avoir du coup une forme décevante si le fond n'est pas mieux. Eh bien, je te propose plusieurs actualités, mon cher Tanguy. Une des premières qui m'a interpellé, c'est le constructeur d'escabeaux français Ailo, qui propose jusqu'au 7 mai, donc c'est-à-dire demain, un ensemble de promotions sur l'ensemble de ses produits, allant jusqu'à moins 5%. Donc ça vaut pour l'ensemble de ces produits, de ces types d'escabeaux. Enfin, peut-être pas l'ensemble, hein, ceci dit. Je fais en sorte de trouver le détail, mais effectivement, que ce soit des escabeaux à simple accès ou double accès, C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'eux. voire télescopiques. Oh, J'aime ce mot. c'est un très joli mot. L'escabeau télescopique. Ou même quelque chose qui est un petit peu plus récent, ce sont les Pearl, qui sont des escabeaux sur roulette et souvent accompagnés d'une plateforme et d'un garde-corps. Voilà, pour éviter de tomber sur ce système-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller acheter. Bien sûr, cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec Ailo, H-A-I-L-O. Mais si vous avez besoin d'escabeaux français, jusqu'au 7 mai. Voilà, sachant que ce podcast sera sans doute diffusé après le 7 mai. Tout à fait. Et Ailo, si vous nous écoutez, envoyez la moula. Je viens de lire que Ailo France est capable de produire un escabeau toutes les 20 secondes et pourra bientôt sortir un barreau toutes les 3 secondes avec l'acquisition récente d'une 3e machine-outil. Incroyable. Mais alors, du coup, dis-moi, Tanguy, comment sont faits les escabeaux ? Alors, les escabeaux... je tiens à rappeler que ici, c'est un endroit où vous allez retrouver beaucoup de fake news. C'est globalement deux potes qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent absolument pas et où globalement, ils essaient de trouver du sens à peu près tout. Et je viens de casser un truc. Merci Zomacom. Globalement, les escabeaux, je pense que c'est du profilé aluminium qui est extrudé directement dans la masse. Comment est-ce qu'on extrude de l'aluminium ? On le fait chauffer à haute température et on va le passer à travers une matrice comme on le ferait avec des pâtes. Les pâtes, les penne par exemple, les pâtes viennent traverser une matrice souvent en acier ou en bronze qui va lui donner sa forme finale et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer une forme sans forcément avoir besoin de la réusiner ou de la reformer ensuite. Je pense que les grands profilés sont faits comme ça et sont ensuite redécoupés à la longueur souhaitée. Ça fait complètement sens et il faut bien savoir que l'escabeau n'est pas constitué d'un seul profilé, mais bien sûr des profilés différents en fonction de la fonction de la pièce. Je pense notamment au montant ou aux marches qui doivent être sans doute des moyens de fabrication différentes. Mais l'ensemble doit être bien sûr assemblé par soudure, alors que ce soit soudure TIG ou MIG. Soudure. À mon avis... Rifté, non Rifté. Soudure alu, c'est compliqué. Quand même, hein. Non, parce que quand tu regardes un escabeau, généralement, tu vois la section, tu vois, sur chacun des barreaux, tu peux voir à l'intérieur comment ça fait, tu vois bien les soudures. Ok. Et là, vous remarquez qu'on fait un podcast sur les escabeaux sans avoir vu aucun escabeau avant, bien évidemment. C'est-à-dire que la période de recherche et d'analyse du sujet est à peu près nulle. 30 minutes pour moi. Tout à fait. Alors, nul pour moi, parce que je suis nul. Voilà. Bah, voyons ton fille. On va pas commencer par une psychanalyse. Hein. C'est vrai ça. Non, mais je pense que les escabeaux... Alors, historiquement, c'était plutôt en bois qu'ils étaient fabriqués. Aujourd'hui, plutôt en aluminium.
effectivement. Il y a eu, L'acier étant quelque chose de beaucoup plus lourd. Les escabeaux, on pense notamment aux escabeaux de peintres en bâtiment qui étaient faits à partir de 4 sections assez longues qui constituaient les portants, ainsi que les marches qui étaient constituées majoritairement soit de barreaux, soit de petites planchettes clouées sur le côté. J'aimerais quand même dénoncer un truc qui est très grave, je trouve, dans le monde de l'escabeau. C'est l'obsolescence programmée des clips de maintien des planchers supérieurs. C'est-à-dire Vous voyez, l'escabeau, il est plié. Oui. Tu le déplies. Oui. Et il y a une petite pièce en plastique qui vient maintenir l'ensemble de la structure sur un des barreaux, justement, pour pouvoir le maintenir en forme. Et ce petit morceau, généralement, c'est le morceau qui casse très rapidement. Alors ça, c'est parce que potentiellement, tu es tombé sur des escabeaux de mauvaise qualité. La plupart des escabeaux sur lesquels je suis tombé ont une partie en aluminium plutôt. Tu tombes souvent des escabeaux? Alors énormément, figure-toi. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous raconter ta dernière chute Ma dernière chute d'escabeau, ouais. C'était pour un festival d'un ami, d'un collègue, dans lequel on m'a demandé d'accrocher des câbles sur une coursive centrale en acier au plafond d'un espace avec de hauts plafonds. Donc j'ai dû sortir un escabeau et j'ai malheureusement dû chuter. Alors de la première marche, hein, ça reste assez une petite chute, une chutounette finalement. Chutounette. Mais oui, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Je pense qu'on... Pour certains, l'escabeau est avant tout aussi un moyen de lutter contre lutter contre la gravité. Finalement, l'échelle ne prévient pas de ça. On est obligé de se poser contre un mur notamment. Alors, à savoir, dans le code du travail, il est interdit de travailler sur une échelle, chose qui n'est pas le cas sur un escabeau. Et oui, et j'ai à ce sujet une anecdote à te raconter, effectivement, et cette transition n'est pas du tout préparée, mon cher Tanguy, mais il s'avère que donc, j'ai travaillé dans l'industrie, dans une entreprise dont je vais taire le nom, où l'entreprise utilisait régulièrement des escabeaux pour pouvoir faire l'installation des équipements sur leur machine. Il s'est avéré que suite à la visite d'une entreprise de vérification de la sécurité, nous avons dû changer d'escabeau parce que c'était effectivement interdit. Nous avons donc fait l'acquisition, non pas d'un escabeau, mais d'une pirle, j'en parlais tout à l'heure, PIRL, qui sont ces fameux escabeaux qui ont à la fois une rampe pour les mains, pour pouvoir monter, donc en fait on est littéralement sur un escalier quand on monte dessus, et quand on arrive en haut de l'escabeau, en fait on est sur une espèce de plateforme avec des garde-corps pour éviter de tomber. Alors, ce qui a été assez rigolo quand on a fait l'acquisition de cette pierre, c'est que un de mes collègues, en fait, a utilisé cette pierre. Et les marches, il faut savoir que les marches de certaines pierres, pas toutes, sont assez larges. Profondes plutôt, on va dire. Et on travaillait tous en chaussures de sécurité. Et ayant l'habitude de la profondeur des petites marches d'un escabeau, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il s'est pris les pieds dans les grosses marches. Il est tombé et il s'est fracassé le genou pour un arrêt de travail de 4 mois. Pauvre de lui, je compatis très très fort. Bon, il va mieux maintenant, il n'y a plus aucun souci. Mais joli exemple, alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun souci sur mettre de la sécurité, mais j'ai trouvé ça assez cocasse que aucun souci d'escabeau jusqu'au moment où on met un élément sécuritaire autour des escabeaux. Alors pour information, c'est l'article R4323-63. Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. C'est là toute la beauté de notre système de sécurité français. Alors c'est peut-être sans doute le cas dans d'autres pays, mais c'est très subjectif. Il est vrai. Qu'est-ce qu'on appelle répétitif, telle la question. Qu'est-ce qu'on appelle de courte durée, finalement. Exactement. Il y a pas mal d'éléments qui sont laissés au jugement de la personne. Oui,
Et oui, et c'est généralement au jugement de l'entreprise qui vient faire les vérifications de sécurité. Effectivement. Et bah si c'est notre pote ou pas, quoi, hein, grosso modo. Je pense que malheureusement, ça doit se résumer à ça à certains endroits. Tout à fait. J'ai une autre actu à te donner, mon cher Tanguy. C'est l'histoire de la victoire de la musique en février 2024. Waouh. Même plusieurs escabeaux ont permis à Pierre Garnier, un chanteur que je ne connaissais pas avant, de gagner 2 prix de la victoire de la musique, à savoir la révélation masculine et la chanson originale. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une très belle mise en scène sur une chanson alors, je vais dire d'amour, mais aussi de séparation, un petit peu, et de deuil, où il s'est placé en haut d'un escabeau. Escabeau qui, à sa base, était... pour les auditeurs, vous ne verrez pas, mais je montre à mon collègue Monsieur Armand. Voilà. Donc la description auditive, c'est qu'il est en haut d'un escabeau, et en bas de l'escabeau, il y a un amas de petits escabeaux, un petit peu dans tous les sens, un peu qui représente un petit peu tout le Capharnaüm, j'ai dit ce mot, qu'il a dans la tête suite à la situation qu'il vit. Okay. Et aussi qui est, je pense pour moi, l'escabeau qui peut être un des symboles du déménagement, en fait, hein, et des travaux, c'est-à-dire que sa tête est en chantier suite à cette séparation. Donc j'invite tous les auditeurs à aller voir cette fameuse vidéo de Pierre Garnier, de sa chanson Ce qu'on était, live Victoire de la musique 2025. Je trouve la mise en scène plutôt jolie, même si, dans le fond, c'est à mon avis un petit peu simpliste, parce qu'on a le droit à 2 couplets de quelques secondes et 2 refrains très longs. Mais bon, l'air de rien, ça m'a fait un petit quelque chose de voir cette petite chansonnette. Chansonnette, désolé Pierre. Si tu nous écoutes. Très peu probable, mais c'est quand même gentil de lui glisser un mot. Voilà, as-tu une réaction à ça? Es-tu sensible à l'art de l'escabeau, place de l'escabeau dans l'art? Eh bien, ça fait une transition toute choisie pour notre prochain article. Quel professionnel. Cet escabeau qui a changé la vie de ce Vauclusien. Alors je vous montre mes notes à Tanguy, parce qu'effectivement, il y a tellement d'actualité autour de l'escabeau que j'ai exactement la même anecdote. Mais je t'en prie. Magnifique. Donc nous parlons là du Vaucluse qui est situé à proximité immédiate de la Drôme et de l'Ardèche. Et quand ça Vaucluse, ça vaut plutôt cher même. Parce que avoir une cluse, c'est pas... Mais quel humour, donc Vaucluse, ce Vauclusien, ingénieur du son, installateur de haut-parleurs de sa profession, Jean-Paul Blachère, pour ne pas le citer, en 1973 était en pleine installation des haut-parleurs pour sa ville. À ce moment-là, un commerçant du quartier l'interpelle. Jean-Paul, peut-être. Il est vraiment en train de chercher. Non. Non. Il n'a pas compris le principe. Pardon. Jean-Paul. Donc Jean-Paul Blachard, en 1973, se fait interpeller par un commerçant du quartier qui lui dit « Mais tant que vous êtes en haut, pourquoi ne pas installer de guirlandes finalement ?» Et c'est avec cette altercation, cette courte discussion, qu'il a décidé de se lancer en tant que Blachère Illumination. Et oui, Illumination, pourquoi ? Parce que Tanguy ne nous a pas précisé, mais ce sont des guirlandes lumineuses. Mais c'est vrai, pour tout Noël, à fait. Qu'il a installé. Et effectivement, il a eu, donc ce cher monsieur Blachère a eu une révélation, si j'ose dire, une illumination, car il est parti ensuite conquérir le monde, et je crois qu'il illumine en ce moment la Tour Eiffel et certaines rues de New York sur les événements. Donc la société Blachère Illumination est devenue internationale. Et donc tout ça grâce à ce fameux outil, on ne fait pas la liaison quand c'est au singulier,
qui est l'escabeau et qui permet beaucoup de choses, à savoir de changer les vies. C'est un peu un tremplin vers l'entrepreneuriat finalement. C'est un tremplin vers le changement de sa condition humaine, le changement de son métier, de la manière de percevoir son métier. Ça permet de prendre de la hauteur. Hein. Mais totalement. Et au final, je reviens un peu sur cette évolution du marchepied, escabeau, échelle et escalier. C'est déjà une première étape, une première marche vers cette montée, vers cette ascension, vers son objectif. Je ne m'attendais pas à la descente finale. Très beau. Merci Tanguy. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas casser ça. Du coup, j'avais une idée. J'ai perdu mon idée. Il va falloir du coup meubler. Oui. Si. Voilà, je retrouve mon idée. Je pense qu'il y a une statistique pas du tout abusive à faire. C'est de faire le lien entre la réussite des entrepreneurs et est-ce qu'ils ont un escabeau. Je pense que la majorité des entrepreneurs qui ont réussi ont un escabeau. Alors, c'est une très belle question. J'apporte quand même une nuance. C'est possible que ce soit majoritairement quand même des métiers manuels qui se retrouvent avec des escabeaux. Je ne pense pas que Steve Jobs ait déjà utilisé un escabeau, à vrai dire. Il a commencé dans un garage quand même. C'est vrai. Mais d'un seul étage. Non, attends, c'est pas lui. C'est Bill Gates. Non, c'est Bill Gates, je crois. Non. Dites-nous en commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Peut-être. Oui, peut-être. Alors, nous ne savons pas encore comment ce podcast va être diffusé. Oui, on fait étape après étape. C'est-à-dire que là, on a des idées, on peut dire ça, qu'on met sur un système de stockage d'informations. Tout à fait. Et on verra après. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, pour l'instant, notre podcast est à 37 minutes d'enregistrement. Oui. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un mot de la fin ? Alors, topinambour. Magnifique. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier podcast, cette V0 finalement, ce prototype, cet épisode pilote. J'ai plus de synonymes. Merci Gaël d'avoir été avec nous. Vous entendez cette hésitation ? C'est la répartition qui part. La répartie, plus que la répartition. Et voilà, bien parti là. Merci pour ce topinambour. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis jusqu'alors. Et je n'ai pas dit tapine en bourg. Ce serait un peu plus dégueulasse. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et un nouveau mot. Et un nouveau mot, effectivement. Voilà, nouveau mot. Magnifique. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et bonne écoute. Bonne écoute, effectivement.